Nous sommes à l'été de l'année 1944. La ligne défensive allemande sur la côte occidentale de l'Europe est parsemée de bunkers en béton, de champs de mines et de pieux en bois dentelé prêts à déchirer les coques des navires. Dans chaque seconde, fortification se tapisse des hommes avec une arme que les soldats alliés appellent la scie Hitler. Son rugissement guttural rappelle une machine à coudre à haute vitesse. Elle fend l'air avec un tir de 1200 à 1500 cartouches par minute, et la balle a le même rayon de destruction qu'un projectile de fusil. Au-dessus de la Manche se dessine entre-temps la plus grande flotte d'invasion de l'histoire. Des centaines de milliers de soldats attendent l'ordre de partir à travers la mer et de percer le soi-disant mur de l'Atlantique. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les Alliés préparaient l'attaque sur les plages normandes, tout ce qu'ils ont découvert sur la machine destructrice MG-42 et comment le jour J, ils ont progressivement liquidé ses équipages. Le 8 juin 1944, les Alliés ne se sont pas jetés en France à l'aveuglette. Pendant les années précédant l'invasion, les services de renseignement collectaient des données sur les systèmes défensifs allemands et analysaient chaque bunker. C'est précisément contre la MG-42 qu'ils élaborèrent des tactiques spéciales. Des films d'entraînement qui présentaient l'arme allemande aux soldats et les rassuraient, jusqu'aux attaques combinées de l'aviation, de l'artillerie et de l'infanterie. Ainsi naquit un plan complexe qui devait émousser la scie mortelle. Dans ce récit, nous vous emmènerons dans les différentes sections, des côtes d'Omaha jusqu'au Percé, dans le paysage de bocage derrière la plage, et nous montrerons comment au cours de la journée changeait la stratégie et le courage des hommes. Dans un moment, nous révélerons ce qui est arrivé à Heinrich Severlo, l'un des tireurs de MG-42 les plus connus, et pourquoi il est devenu un symbole de destruction et d'impuissance. La MG-42, Maschinengewehr 42, était pour l'infanterie allemande aussi importante que le soldat lui-même. Elle naquit du besoin de remplacer la compliquée MG-34 par une arme moins chère et plus facile à déproduire. Selon le film d'entraînement américain, les soldats l'appelaient Buzzsaw et Bonesaw, ce qui reflétait son son caractéristique. Le rythme typique se fondait en un bourdonnement continu qui évoquait dans les têtes américaines et britanniques l'idée qu'ils faisaient face à des dizaines de mitrailleuses. La MG-42 avait une cadence cyclique d'environ 1500 coups par minute, le double de la Vickers anglaise ou de la Browning américaine, et l'argot allemand la surnommait la scie d'Hitler. La mitrailleuse était servie par un équipage de 6 hommes. Le tireur disposait de bandes de 1000 cartouches, les assistants portèrent les canons de rechange, les trépieds et les munitions. Ce tempo monstrueux avait aussi un inconvénient. Le canon surchauffait et après 200 à 250 coups devait être remplacé. Son effet psychologique était énorme. Les soldats américains dans les premiers exercices considéraient la MG-42 comme une arme surnaturelle qui tirait des balles de l'air. Le ministère de la Guerre créa donc un film qui devait rassurer les soldats. L'arme n'était prétendument pas une invention diabolique. Elle tirait simplement plus vite. Le film conseillait aux unités d'attaque de ramper, d'utiliser le terrain et d'attendre le moment où le tireur changeait le canon. Cette tactique était cependant, de manière surprenante, considérée par beaucoup de fantassins expérimentés comme suicidaire. Ils comptèrent plutôt sur le soutien d'artillerie ou de chars et tentèrent de contourner la MG-42. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ces recommandations différaient de la réalité le jour J. Pendant les mois précédant l'invasion, les états-majors alliés se concentrèrent sur la reconnaissance détaillée des positions défensives allemandes. Grâce aux clichés aériens, aux informations des résistants français et des pêcheurs norvégiens, ils élaborèrent des cartes des soi-disant Widerstandsnester, nids de résistance disposés tous les 500 mètres le long de la côte. Chaque nid contenait plusieurs postes de mitrailleuses, un mortier, parfois aussi un canon anti-char. La logistique allemande était forte. Les bunkers d'Omaha disposaient de 32 balles par pied carré de plage toutes les 10 secondes. Cela signifiait que les premières vagues de débarquement marcheraient littéralement dans une douche de fer.
Les Britanniques et les Américains préparèrent donc un bombardement aérien massif et planifièrent d'utiliser les tirs des cuirassés et destroyers qui détruiraient les armes lourdes avant que les troupes de débarquement ne s'approchent. En secret naquirent aussi des plages d'entraînement en Angleterre. Les unités de débarquement apprenaient à reconnaître les sons des mitrailleuses allemandes et s'entraînaient à éviter le feu. Il fut expliqué aux soldats que la MG-42 tirait certes plus vite, mais que ses projectiles n'étaient pas plus mortels que ceux d'autres armes. Les instructeurs soulignaient: ne paniquez pas au son de l'acide Hitler, utilisez chaque cratère et obstacle. Selon les rapports de l'état-major général soviétique de janvier 1942, le cœur de l'infanterie allemande résidait dans l'art de changer rapidement de position, Stellungswechsel, et de maintenir le tir depuis 3 à 4 nids différents. Les Alliés apprenaient donc que s'ils faisaient taire une mitrailleuse, il fallait immédiatement compter sur le fait que le tireur se déplacerait vers une position de réserve. Grâce à ces informations, naquit un plan qui devait se réaliser le 6 juin 1944. Dans un moment, nous révélerons comment la théorie se heurta à la réalité sur les différentes plages et ce que la MG-42 réussit dans la première heure de l'invasion. Au-dessus d'Omaha, le 6 juin se leva sous un ciel couvert. Les bombardiers américains lâchèrent leurs bombes trop loin, dans l'effort d'éviter leur propre flotte. Le résultat fut une zone de débarquement qui resta presque intacte. Devant le bunker WN-62, le plus grand de la côte, débarqua la 1re division d'infanterie et le 116 régiment d'infanterie de la 29e division. Le jeune soldat allemand, Heinrich Severloh, avait pour tâche de servir la MG-42 et de tirer seulement au moment où les Américains seraient dans l'eau jusqu'à la taille. Dans cette vidéo, vous découvrirez combien de temps il réussit à se défendre seul, même quand la plage se remplissait de morts. Severloh et son équipage tiraient depuis une distance de 25 km sur les barges d'approche. Les balles rebondissaient sur les rampes et déchirèrent les corps. Bien qu'il lui fût ordonné d'économiser les munitions et de viser des cibles choisies, l'énorme cadence de la MG-42 semait un chaos mortel. Après quelques minutes de tir, le canon rougeoyait et devait être remplacé. Les munitions diminuaient, et les membres observateurs de l'équipage apportèrent de nouvelles bandes du dépôt. Il est décrit que depuis sa position, les balles volaient, comme la pluie, et il tira personnellement environ 12 000 coups avant de devoir passer au fusil Mauser. Le nid de tir WN-62 perdait néanmoins progressivement ses voisins, grâce aux tirs précis des tireurs d'élite américains, aux mortiers et au soutien naval. La plupart des mitrailleuses furent détruites. Severloh fut touché par un éclat d'obus naval, son camarade tomba, et l'Allemand blessé fut traîné par les soldats vers l'intérieur des terres, où il finit par se rendre. Peu après que les premières vagues se furent abritées derrière la tête de pont, commencèrent à apparaître des héros individuels qui réussirent à surmonter la MG-42. Le capitaine Joseph T. Dawson dirigea son bataillon vers le bord gauche de la plage. Il cherchait un ravin salvateur qui mènerait les soldats sur la falaise. Plus tard, appelé le couloir de Dawson, il devint le chemin vers la victoire. Mais sur la route, un nid de mitrailleuses lui bloquait le passage. Dawson rampa dans la grêle de balles, bondit rapidement et lança une grenade dans la meurtrière, faisant ainsi taire la position. Cette courte scène montre que l'improvisation et le courage personnel signifia souvent plus que les instructions données à l'avance. Dans un autre secteur de la plage, le lieutenant John Spalding et le sergent Phil Strechik se retrouvèrent sous le feu de plusieurs mitrailleuses. Ils décidèrent de pénétrer par contournement dans les fortifications. Avec une poignée d'hommes, ils rampèrent sur la pente raide entre les barbelés et les mines, jetèrent des grenades à main dans les meurtrières et achevèrent les ennemis à la baïonnette. Progressivement, ils neutralisèrent plusieurs postes et permirent aux vagues suivantes de pénétrer vers l'intérieur. Des scénarios similaires se répétèrent sur toute Omaha. Les soldats se dirigeaient vers les vallées escarpées,
où le terrain s'élevait légèrement pour éviter le tir direct, puis contournait pour se placer derrière les nids de mitrailleuses. Bien que le raid aérien ait échoué, l'artillerie navale se révéla être un facteur clé. Selon les archives du commandement de la Task Force O, les destroyers Harding, Emmons et autres s'approchèrent à seulement 800 yards de la côte et bombardèrent les positions allemandes en tir direct. Un observateur non entraîné demanda même qu'un cuirassé tire sur un nid de mitrailleuses, mais cela fut refusé. Néanmoins, le tir rapproché des destroyers aida à détruire de nombreuses mitrailleuses et canons antichars, ce qui réduisit considérablement le nombre de victimes parmi les vagues ultérieures. Ernie Pyle, correspondant de guerre, décrivait comment les destroyers entraient en eau peu profonde et duellaient à quelques centaines de mètres avec les bunkers. Leur tir créa la première brèche dans la défense allemande et permit aux unités d'infanterie de neutraliser par contournement les nids restants. Une fois que les Américains eurent franchi le mur côtier, il n'y eut pas de vengeance immédiate sur les tireurs capturés de MG-42. Les mythes naissants prétendent parfois qu'ils les exécutaient sur place, mais les sources disponibles ne le confirment pas. La plupart des défenseurs allemands furent encerclés, capturés et emmenés dans des camps de prisonniers. Heinrich Severloh fut emmené peu après la capitulation et libéré en 1947. Il raconta qu'aucune exécution n'eut lieu. Les soldats allemands blessés furent prétendument soignés par les médecins américains comme les leurs. Les histoires de massacres semblent donc être plutôt des légendes ultérieures que la réalité documentée. Dans cette partie, nous avons vu comment la combinaison des tirs navals, de l'héroïsme individuel et du contournement improvisé permit aux Américains de faire progressivement taire les terrifiantes MG-42 d'Omaha. Dans un moment, nous révélerons comment se débrouilla la 4e division à Utah et pourquoi là, les tireurs de MG-42 ne causèrent pas un tel carnage. L'invasion de la plage d'Utah, la plus occidentale des 5 secteurs de débarquement, fut marquée par une erreur favorable. Un fort courant emporta la plupart des barges de débarquement de la 4e division d'infanterie de plusieurs centaines de mètres au sud par rapport au plan original. Ainsi les soldats évitèrent certains nids, les plus fortement retranchés, et débarquèrent devant une défense plus faible. Le général de brigade Theodore Roosevelt Jr., fils de l'ancien président, s'orienta rapidement et décida « Nous attaquerons d'ici, c'est le lieu de débarquement ». Cette décision flexible signifiait que les hommes ne rencontrèrent pas autant de tireurs de MG-42 en même temps. Contrairement à Omaha, le commandement allemand à Utah n'avait que quelques bataillons d'infanterie et une densité moindre de nids de mitrailleuses. Un soutien fort pour les unités d'infanterie représentait les 105 LCP, barges de débarquement, qui amenèrent des chars spéciaux DD, duplex drive. Ces chars Sherman flottants fournirent un soutien de tir immédiat. La MG-42 était dangereuse contre l'infanterie, mais ses balles rebondissant sur le blindage des chars devenaient insignifiantes. Les tankistes détruisant les bunkers par tir direct. 1 heure après le début du débarquement, ils réussirent à créer une percée vers l'intérieur et à établir le contact avec les parachutistes de la 101e division aéroportée, qui avaient occupé les ponts et routes pendant la nuit. Pendant que la 4e division naviguait vers Utah, les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées descendirent dans la région marécageuse du Cotentin. Leur tâche était d'interrompre les communications allemandes et d'occuper les sorties des plages. Beaucoup atterrirent dispersés, mais improvisèrent, et en petits groupes neutralisèrent les nids de mitrailleuses et batteries d'artillerie. Un des exemples les plus célèbres offre l'attaque sur Brécourt Manor. Le lieutenant Richard Winters du 506e régiment parachutiste dirigea environ 10 soldats contre une batterie d'artillerie protégée par une MG-42. Il disposa d'abord 2 mitrailleuses américaines M1919 qui couvraient à l'avance. Puis il envoya 3 hommes attaquer avec des grenades et carabines la position allemande par le flanc. Les Allemands furent surpris. La mitrailleuse fut réduite au silence et les parachutistes détruisirent ensuite 4 obusiers avec des explosifs et des grenades capturées.
Cette embuscade devint un exemple exemplaire de contournement tactique et de coordination des tirs. Utah Beach enregistra les plus petites pertes de toutes les 5 plages. Il contribua à une combinaison de hasard, de bons commandements et du soutien des parachutistes qui neutralisèrent de nombreux nids avant que le front ne s'approche. Les tireurs allemands de MG-42 y furent souvent isolés et n'avaient pas de réserves aussi nombreuses qu'à Omaha. Beaucoup après les premières heures reculèrent ou se rendirent. Après les combats, les prisonniers furent, comme ailleurs, emmenés à l'arrière. La preuve d'exécution de masse ne se trouve pas ici non plus. Les sources montrent que les Alliés respectaient les conventions et utilisaient les Allemands capturés pour les travaux à l'arrière. Dans un moment, nous révélerons comment se débrouillèrent les Britanniques et Canadiens sur Gold et Juno, et pourquoi là la stratégie contre la MG-42 différait. La 55e division d'infanterie britannique, soutenue par la 8e brigade blindée, débarqua sur Gold Beach près des villages d'Asnells et Le Hamel. Les Allemands y avaient disposé environ 100 canons légers, 50 mortiers et 500 mitrailleuses. Les Britanniques misèrent sur la technique innovante du général Percy Hobart, les soi-disant Hobart's Funnies. Chars lance-flammes crocodiles, véhicules équipés de lance-roquettes, et surtout des flail tanks spéciaux, qui détonaient en les mines avec des chaînes rotatives et créèrent des passages. Ces machines devaient atténuer la menace de la MG-42 en fournissant une couverture, et l'onde de choc des mines assommait les tireurs dans les bunkers. En certains endroits, le plan se réalisa. Les chars à fléaux en tête de colonne nettoyèrent les champs de mines et furent suivis par les Sherman Firefly avec des canons de 17 livres qui détruisaient les casemates en béton. Le tir d'artillerie des croiseurs HMS Ajax et Argonaut fit taire 3 des 4 batteries de Longue-sur-Mer et en combinaison avec le bombardement facilita l'avance de l'infanterie. Néanmoins, dans le secteur de la rivière, la résistance s'intensifia au début. Les MG-42 tiraient depuis plusieurs points élevés et les barges de débarquement ainsi que les chars étaient touchés par les canons antichars. La résistance fut décisive. Les soldats durent réagir rapidement. L'acte le plus célèbre sur Gold fut l'action du sergent Stanley Hollis des Green Howards. À 32 ans, il devint le seul soldat à recevoir la croix de Victoria pour les actes du 6 juin. Lors de l'attaque sur 3 bunkers reliés, Hollis ordonna à ses hommes un tir de couverture, puis saisit lui-même un pistolet et une mitrailleuse légère et courut dans la meurtrière. À l'intérieur, il surprit les Allemands. Il en abattit un, en poussa un autre dans un coin. Le reste se rendit. Puis il se dirigea vers un autre nid, jeta des grenades à l'intérieur et chassa l'équipage. Son attaque courageuse fit que des dizaines d'Allemands déposèrent les armes. Outre les nids de mitrailleuses, il neutralisa aussi le cœur de la résistance à l'intérieur des terres. Après la percée, les unités britanniques avancèrent vers Arromanches, où se trouvait le futur port artificiel Mulberry. Les Allemands reculaient, mais laissaient encore des nids de garde avec des MG-42 pour retarder l'avance. Les Britanniques utilisaient la tactique de contournement. Les fantassins rampaient le long des haies vives, hedgerow, tandis que les chars, avec soutien d'infanterie, encerclaient les nids par le flanc. Il est intéressant que beaucoup de tireurs allemands se rendaient après avoir perdu le contact avec les bunkers voisins, dès la première grenade ou fumigène. Contrairement aux exécutions mythifiées, aucune exécution systématique ne fut documentée. Certains mitrailleurs coopéraient même et montraient aux Alliés où se trouvaient les champs de mines. À la fin de la journée, 25 000 soldats britanniques étaient sur Gold et la plage était sécurisée. Maintenant, nous nous déplaçons sur Juno, où les Canadiens firent face à un défi similaire, mais réagirent différemment. Juno Beach s'étendait entre les villes de Courseulles, Bernières-sur-Mer et Saint-Aubin. La 3e division d'infanterie canadienne, soutenue par la 2e brigade blindée et le 46e commando Royal Marines, se heurta à une forte résistance. Les mitrailleuses allemandes MG-42 et mortiers tiraient depuis les maisons de pierre, casemates et positions élevées. La plage était barrée par des dents de dragon et des pieux en bois. Au débarquement,
90 des 306 barges de débarquement furent touchées ou détruites. La tension était palpable. Chaque pas en avant pouvait signifier un impact. Contrairement à Omaha, les Canadiens réussirent à amener plus rapidement les chars sur la plage. Le véhicule blindé Churchill AVR, avec un obusier de calibre 290 mm, visait les bunkers. Les crocodiles lance-flammes semèrent la terreur, et l'infanterie coordonnée avançait en coordination étroite. Leur audace fut soutenue aussi par l'humour. Selon un observateur britannique, les Canadiens allaient sur les Allemands comme des hockeyeurs sur le puck. Le moment psychologique était évident. Les Canadiens s'approprièrent des manœuvres dans lesquelles ils se dispersaient, changeaient rapidement de direction et fonçaient penchés vers les tranchées, semblablement aux patineurs sur glace. Parmi les épisodes les plus marquants de Juno figure l'action du lieutenant Roger Schielderup du Canadian Scottish Regiment. Sa section fut chargée d'attaquer 3 postes de mitrailleuses. Ils s'approchèrent, en utilisant les murets adjacents, chaque soldat couvrant celui devant lui. Les grenades à main tombaient dans les meurtrières. Les mitrailleurs furent forcés de sortir et de se rendre. Les hommes de Schielderup prirent 15 prisonniers, dont l'un conduisit ensuite les Canadiens par un chemin sûr entre les mines. De même, le sergent Bill Grayson du 1er bataillon Regina Rifles courait entre les tirs de MG-42, compta le rythme des rafales, et quand la mitrailleuse se tut pour le changement de bande, il courut dans la meurtrière, jeta une grenade à l'intérieur et força l'équipage à se rendre. Sa course devint légendaire. Il chargea prétendument le tireur blessé sur son épaule et l'emmena en captivité. Les unités de chars des premiers hussards pénétrèrent courageusement vers le château du Mesnil-Patry, où les Allemands cachaient un canon anti-char. Les tankistes furent pris sous le feu de la MG-42, mais tournèrent la tourelle, visèrent et détruisirent la position. Ces histoires montrent que les Alliés ne restèrent pas sur une seule tactique. Ils alternèrent les déplacements rapides, le soutien de tir des chars et les attaques coordonnées de fantassins. Dans chaque cas, ils tentaient de contourner la MG-42, de la détruire par grenades ou artillerie et de minimiser le contact direct. Le deuxième jour, les Canadiens contrôlèrent la plupart de Juno. Bien que la première vague ait subi de lourdes pertes, la rapidité de leur avance surprit même le commandement. Les prisonniers furent comme ailleurs emmenés à l'arrière. Certains d'entre eux témoignèrent plus tard qu'ils s'attendaient à un lynchage furieux. Mais au lieu de cela, les Canadiens les interrogeaient calmement. Une fois les mitrailleuses MG-42 réduites au silence, ce fut le tour d'autres armes allemandes, tireurs d'élite sur les clochers d'église, batteries de mortiers à l'intérieur des terres et positions d'artillerie dans les champs. Les unités canadiennes durent donc avancer prudemment et utiliser l'expérience tactique d'Italie. Dans la section suivante, nous nous déplaçons sur Sword, où entrèrent en combat les commandos français. Sword Beach avait un front étroit, ce qui limitait le nombre de navires dans la première vague. La 3e division d'infanterie britannique débarqua à 7h25 près d'Ouistreham et rencontra bientôt une résistance coriace sous forme de mitrailleuses, mortiers et canons anti-aériens. Les fantassins attaquants réussirent néanmoins, avant 9h, à pénétrer environ 1000 yards à l'intérieur des terres. En même temps qu'eux, arrivèrent 3 unités de commandos. L'une d'elles était la première Special Service Brigade du brigadier Lord Lovat. Après le débarquement sur la plage, se joignit à eux le cornemuseur écossais Bill Millin, qui jouait de la cornemuse pour encourager les troupes. Ces hommes avaient pour tâche de rejoindre la 6e division aéroportée qui tenait les ponts sur la rivière Horn. Un chapitre marquant de Sword fut l'action du 4e commando, souvent désigné comme numéro. 4 commandos avec les membres français de la compagnie Kieffer. Quand ils arrivèrent à la station balnéaire de Riva Bella, les attendait la casemate en béton WN-Dix, surnommée Casino. Les équipages allemands comptaient sur les mitrailleuses MG-42, mortiers et canons anti-aériens de 75 mm. Les commandos réussirent à s'approcher par les clôtures et pieux. Ils utilisèrent d'abord la mitrailleuse légère Bren fabriquée par les Britanniques, puis déployèrent le P-1AT, points anti-chars qui devaient détruire les chars. 2 Piat,
détruisirent le canon anti-aérien, mais sur la casemate avec un effet minimal. Haïda seulement la technique plus lourde. Lovat envoya un courrier à la côte pour les chars Centaure. Ceux-ci, à leur arrivée, tirèrent des obus de 95 mm dans la casemate, ce qui neutralisa les armes intérieures et ébranla les défenseurs. Les commandos réussirent à traverser le club de nuit, couper les barbelés et pénétrer dans les tranchées. Dans les ruelles étroites se déchaîna un combat rapproché. Le sergent français, Robert Surcouf, liquida un nid de mitrailleuses avec une grenade, tandis que ses compagnons d'armes occupaient d'autres positions. Une fois que les deux premiers bunkers du casino s'effondrèrent, les Allemands lancèrent une contre-attaque. Les commandos français se heurtèrent aux lance-flammes automatiques raccordées à des câbles. Le résistant Marcel Lefebvre leur avait révélé à l'avance par où passèrent ces câbles, et les commandos les coupèrent avec des explosifs plastiques. Aussitôt, les Allemands tentèrent une contre-attaque aux grenades, mais le caporal français Jacques Doutot les repoussa et liquida les défenseurs restants, avec des armes de poing. De la casemate devint progressivement une ruine. Certains tireurs allemands se rendirent, d'autres tombèrent. Après occupation, les prisonniers furent emmenés vers la plage, où ils furent rassemblés et remis aux unités alliées. Contrairement aux rapports alarmants, aucun tir de barrage n'eut lieu. Le grand mérite du 4e commando fut la liaison rapide avec les parachutistes près de Bénouville. Après occupation du casino, les commandos traversèrent les ponts Pegasus et Ranville, où ils rencontrèrent les parachutistes britanniques, qui les accueillirent avec soulagement. Cette liaison ferma l'aile orientale du secteur d'invasion et empêcha le 21e régiment de chars allemands de mener une contre-attaque d'envergure. Les MG-42 n'y renversèrent plus la situation. Au contraire, elles devinrent des prises quand les soldats britanniques commencèrent à les utiliser contre leurs propriétaires originaux. Maintenant, déplaçons-nous vers les rochers saillants de Pointe-du-Hoc, où s'ajoutèrent à la liste des héros les Rangers américains, et voyons comment ils se débrouillèrent, avec la mitrailleuse MG-42 au sommet de la falaise. Pointe-du-Hoc, rocher escarpé se dressant entre les plages d'Utah et Omaha, protégeait les batteries allemandes de canons de 155 mm qui menaçaient les deux débarquements. Le 2e bataillon de Rangers, sous le commandement du lieutenant-colonel James Rudder, reçut la tâche de gravir la paroi haute de presque 30 mètres, détruire les canons et neutraliser les mitrailleuses défensives. Quand ils s'approchèrent en bateau, les Allemands du sommet jetaient des grenades à main et tiraient avec des MG-42 vers le bas. Les cordes et échelles se rompaient, certains Rangers tombaient dans l'eau. Néanmoins, plusieurs groupes réussirent à grimper et pénétrer dans les tranchées allemandes. Le sergent Belcher de la C Compagnie aperçut la meurtrière d'un nid de mitrailleuses dans le mur de béton. Il courut, donna un coup de pied dans la porte, retira la goupille d'une grenade au phosphore blanc et la jeta à l'intérieur. L'explosion chassa les Allemands. Belcher et ses camarades les neutralisèrent ensuite par des tirs. Cet acte courageux est l'une des attaques les plus mémorables contre la MG-42. Les Rangers continuèrent le nettoyage d'autres postes, utilisèrent le terrain broussailleux et les grenades. Ils découvrirent cependant que les canons principaux avaient été retirés vers l'intérieur des terres. Un petit groupe de reconnaissance dirigé par le sergent Léonard Lommel les trouva plus tard cachés dans un verger et les détruisit avec des charges de termites pour qu'on ne puisse plus tirer avec. Au sommet de la falaise restaient plusieurs mitrailleuses, mais la plupart furent réduites au silence. Les Rangers subirent de lourdes pertes, mais leur sacrifice protégea les navires dans l'estuaire. En d'autres lieux de Normandie, de petits commandos racontèrent des histoires similaires. À Brécourt-Manor, nous avons vu comment les unités parachutistes neutralisèrent mitrailleuses et artillerie. Dans le secteur entre Caen et Bayeux, dans la nuit du 6 juin, les résistants français attaquaient les nœuds de télécommunications pour isoler les unités allemandes. Les Rangers américains qui restèrent comme réserve aux pointes de la percée, après l'avance de la 29e division, se joignirent au 2e bataillon et aidèrent à nettoyer les maisons individuelles. Cette opérative locale montre que la MG-42 était certes une arme terrible, mais aux mains de tireurs isolés, elle devenait facilement vulnérable, sans soutien coordonné. Dans le prochain chapitre, nous examinerons le rôle des navires et avions.
Sans eux, les Alliés auraient difficilement fait taire les forteresses en béton. Beaucoup d'historiens s'accordent que lors de la préparation du jour J, le commandement allié commit une erreur. Il pensait que 3 minutes de bombardement des navires d'artillerie lourde suffiraient à briser le mur de l'Atlantique. En réalité, la plupart des bombes tombèrent plusieurs centaines de mètres à l'arrière. Après évaluation de la situation, cependant, les capitaines de destroyers prirent des risques et s'approchèrent jusqu'à 800 yards de la plage. Leurs canons de 5 pouces, tirés directement dans les meurtrières, perçaient le béton et brisaient les mitrailleuses. Dans un cas, une salve toucha un éperon, et les débris ensevelirent l'équipage de mitrailleuses. Le capitaine du destroyer USS Emmons, selon les sources, leva l'ancre et navigua si près que les mitrailleurs voyaient en sa passerelle. Cette audace sans précédent sauva de nombreuses vies à Omaha. L'aviation des États-Unis, de la Royal Air Force et de la Royal Navy mena dans la nuit du 5 au 6 juin un bombardement massif des voies terrées, ponts et aérodromes. L'objectif principal était d'empêcher les renforts allemands de se déplacer rapidement. Du point de vue de la MG-42, cela signifiait une chose. Les tireurs sur la plage restaient sans soutien et ne pouvaient compter sur des approvisionnements frais en munitions. Bien que les bombardiers ne touchèrent pas précisément tous les nids, ils ébranlèrent le moral des équipages. Dans la deuxième vague, arrivèrent les chasseurs bombardiers, Typhoon et Thunderbolt, qui détruisirent certains postes concentrés de MG-42 au moment où le débarquement battait son plein. Un rôle spécial jouèrent les chasseurs Spitfire qui tournaient au-dessus de la plage et liquidaient les renforts allemands sur les routes. Le bombardement et les tirs navals n'étaient qu'une partie de l'équation. La plus grande valeur pour les unités d'attaque était la capacité de diriger les tirs directement sur un objectif concret. Les observateurs d'artillerie alliés, Forward Observer, débarquèrent avec les premières vagues. Ils dirigeaient ensuite avec des postes radio les tirs des navires et batteries à l'intérieur des terres. Si apparaissait un nid résistant de MG-42, l'observateur transmettait les coordonnées au navire. Dans certains cas, les Alliés furent si improvisateurs que même les fantassins appelèrent des destroyers avec leurs lampes de signalisation. À Omaha, cela arriva quand le capitaine du navire Harding aperçut un signal de feu d'artifice et tourna les canons sur un récif concret. La coopération entre infanterie, chars, génie, artilleurs et aviation est l'une des principales raisons pour lesquelles la MG-42 fut finalement maîtrisée. La tactique allemande, qui comptait sur des forteresses fixes, se révéla moins flexible. Dans le prochain chapitre, nous nous concentrerons donc sur l'impact psychologique de la MG-42, sur les soldats alliés et comment ils s'en accommodaient. La MG-42 devint un symbole de la machine de guerre allemande. Le son de la mitrailleuse qui rappelait une scie provoquait chez beaucoup de soldats la panique. Avant l'invasion, dans les camps anglais, se répandaient tant des rumeurs. Prétendument, une seule rafale suffisait pour couper un homme en deux, et prétendument, elle était capable de tuer des dizaines de soldats avec une seule balle. Ces mythes étaient soutenus par la propagande allemande et des histoires exagérées. Le ministère américain de la guerre réagit par un film de propagande dans lequel un psychologue expliquait que le projectile de la MG-42 avait la même énergie que la balle de leur propre fusil et que l'arme avait l'inconvénient de la surchauffe. Le film conseillait aux soldats de ne pas avoir peur du son, d'utiliser la couverture et dans le pire des cas d'attaquer quand le tireur changeait le canon. En pratique cependant, les soldats attaquants choisirent souvent une autre tactique. Les sous-officiers expérimentés conseillaient aux plus jeunes qu'un saut en avant sous le tir direct de mitrailleuse est un suicide. Au lieu de cela, les soldats devaient ramper dans le sable, utiliser les écrans de fumée et les contournements tactiques. Quand la MG-42 retentissait, cela signifiait souvent que le tireur balayait une zone et en visait une autre. Certains soldats apprirent à reconnaître le rythme du changement de bande et de canon pour avancer au bon moment. De cette approche parlaient aussi les vétérans dans l'histoire orale. Quand nous entendions le sifflement puis une courte pause, nous savions que quelque chose changeait. C'était le moment où nous avancions.
L'effet psychologique avait aussi le sens opposé. Les tireurs allemands de MG42 étaient exposés à une énorme pression. La plupart d'entre eux étaient des conscrits de 20 ans. Pendant le bombardement, ils devaient rester à leur poste sans égard aux bombes et obus qui tombaient. Heinrich Severloh, dans ses souvenirs, décrit comment il tremblait de peur, mais obéissait aux ordres. Il voyait les foules interminables d'Américains et ressentait la vanité. Après plusieurs heures, il était incapable de tirer et pleurait. En d'autres lieux, les soldats allemands préféraient jeter leurs armes et se rendre quand ils comprenaient qu'ils n'auraient pas de soutien de la réserve. Les mitrailleurs étaient de plus perçus dans la hiérarchie de leur unité comme clés et recevaient souvent des décorations, mais étaient aussi les premiers visés lors de la contre-attaque alliée. La MG42 laissa une trace aussi après la guerre. Sa construction inspira une série de mitrailleuses d'après-guerre, y compris l'américaine M60 et la belge MAG. En Allemagne, elle devint la base pour la moderne MG3 qui sert dans la Bundeswehr aujourd'hui encore. Dans les mémoires des vétérans de Normandie, on parle souvent de la MG42 comme d'une arme qui symbolisait la détermination allemande et la sophistication technologique, mais montrait aussi les limites de la défense statique. Il est significatif que beaucoup de films et jeux qui traitent de la Normandie utilisent le son de la MG42 pour provoquer la peur, même si la réalité était beaucoup plus complexe. Dans le dernier chapitre, nous relions fluidement les connaissances historiques au présent et réfléchissons sur ce que l'histoire de la MG42 et du jour J nous dit sur la stratégie militaire et la résistance humaine. Le 6 juin 1944, le monde regarda en face la guerre moderne. Les armées alliées se trouvaient face à une arme qui était rapide, terrifiante et conçue pour la destruction massive. La MG42 devint un symbole de terreur et en même temps la preuve que même la défense la mieux équipée n'est pas insurmontable. Comme nous l'avons vu, sur certaines plages, elle eut un effet mortel. Ailleurs, elle fut neutralisée par une combinaison de courage, d'astuces tactiques et de supériorité technique. Les histoires des héros d'Omaha, Utah, Gold, Juno, Sword et Pointe du Hawk montrent que l'interaction entre l'homme et la machine est décisive. Un soldat déterminé avec une grenade peut détruire une machine, si l'artilleur ou le pilote l'aide. Le monde d'aujourd'hui fait encore face à des défis qui ressemblent en quelque chose à la défense du mur de l'Atlantique. Les guerres se mènent avec des armes modernes, mais le principe reste. L'attaquant doit combiner différents types de forces et utiliser les innovations. Le défenseur ne doit pas compter seulement sur les forteresses. La MG42 nous rappelle combien l'adaptabilité est importante. Les Allemands avaient une mitrailleuse techniquement parfaite, mais ne surent pas l'utiliser avec flexibilité. Les Alliés, au contraire, improvisèrent et s'adaptèrent à la situation. Si vous regardez les conflits géopolitiques d'aujourd'hui, peut-être y reconnaîtrez-vous un dilemme similaire entre force statique et tactique dynamique. La mémoire du jour J est encore vivante aujourd'hui. Chaque année, les vétérans et leurs familles se rassemblent sur les plages normandes pour honorer les morts. Lors des actes de piété retentit souvent le son de la cornemuse ou de la trompette. Beaucoup entendent aux oreilles aussi le son lointain de la scie d'Hitler que couvrirent les cloches de la victoire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous remercie pour votre attention. Ce chapitre n'est pas une conclusion, mais une invitation à chercher davantage. Dans cette vidéo, vous découvrirez encore beaucoup plus si vous continuez à explorer l'histoire. Si le récit vous a plu et vous le considérez profitable, donnez-lui, s'il vous plaît, un like et partagez-le avec d'autres. Vous aiderez ainsi à maintenir la mémoire de ceux qui le 6 juin 1944 se dressèrent contre les mitrailleuses MG42 et vainquirent.